Bonjour à tous, on va commencer doucement. On m'a dit de vous laisser jusqu'à -20 pour prendre un petit café tranquillement, vu que la keynote a pris un peu son temps. Il est 38, ce qu'on va faire, on va aller tout doucement pour attendre les retardataires, histoire de passer les slides d'intro. Donc rapidement, donc si vous êtes ici, c'est pour voir le grand tour de Power BI. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent Power BI. Ce que je vous propose de faire dans cette session, c'est de voir principalement les nouveautés qu'il y a eu en un an. Je sais qu'il y en a eu pas mal, notamment sur Power Query, comme l'a annoncé Damien précédemment. Puis je vais essayer aussi de vous montrer 2-3 petites choses sympas que normalement je ne dois pas trop vous montrer, mais je vais vous montrer quand même. Voilà, comme ça c'est fait. Petit sondage, qui connaît Power BI dans la salle? La majorité d'entre vous. Donc il y en a quand même qui ne connaissent pas, donc je vais quand même refaire un petit tour de ce que c'est ce qu'est Power BI. Pour combler la dernière minute, juste dire merci à nos sponsors. Donc effectivement, comme ça a été annoncé à la keynote, sans eux, on ne peut pas faire grand-chose. Bon, de notre côté, moi je suis de Microsoft, donc merci Microsoft aussi, mais aussi merci à tous nos partenaires, Adel, Azeox et compagnie. Alors ça, c'est super important. Donc évaluer les sessions pour qu'on puisse s'améliorer, savoir ce qui va pas, le type de session, de sujet que vous souhaiteriez voir éventuellement, si jamais on n'a pas pu tout adresser, quoi qu'on a essayé de faire attention au cours de ces 42 sessions, d'adresser un maximum de sujets. Je ne sais pas si vous avez un petit peu suivi l'actualité ces 3 dernières semaines, mais il y a eu beaucoup de nouveautés. Et que même moi, en rentrant de vacances, j'ai eu l'impression d'être nouveau chez Microsoft, tellement qu'il y a eu de nouveautés qui sont arrivées d'un coup. Donc on va essayer de tout couvrir. Si jamais il manque des choses, que vous aurez voulu voir, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Donc on va commencer doucement, il est pile poil 40, donc on va rentrer dans le sujet. Je vais vous faire rapidement une petite présentation de ce qu'est Power BI. Damien l'a dit tout à l'heure, Power BI, en fait, si déjà vous devez vous rappeler de 2 briques, c'est une partie dans Excel, sur site, et une partie dans le cloud avec Office 365. J'ai essayé d'organiser mes slides du fait que tout ce qui va être en bleu, ça sera pour Excel, et tout ce qui va être en orange, ça sera pour tout ce qui est Office 365, donc plutôt dans le cloud. Je vais aller très vite sur cette partie-là, c'est juste pour faire un rappel, et après on va se focaliser sur plutôt l'évolution qu'il y a eu en un an. Pour ceux qui ne le savent pas, donc côté Excel, Power BI regroupe en fait 4 add-ins, donc 4 add-ins soit inclus directement dans Office 2013, soit à télécharger. Notamment, je pense à Power Query, donc un add-in qu'il faut télécharger. Je partage ce qu'a dit Damien. Power Query, c'est aussi un peu mon chouchou en termes d'add-in. Cet add-in dans Excel, qui fonctionne aussi bien pour Excel 2010 que pour Excel 2013, donc c'est un add-in à télécharger, que vous allez récupérer. Et cet add-in va vous permettre d'aller chercher l'information à peu près n'importe où elle se trouve, et surtout en faire des transformations pour ensuite l'envoyer soit dans une feuille Excel, soit directement dans un modèle Excel. Je reviendrai sur la notion de modèle dans quelques instants. En fait, tout de suite, avec Power Pivot. Power Pivot donc, existe depuis 2010. Et Power Pivot a subi de nombreuses évolutions. Et c'est en fait ce qu'on appelle un modèle. C'est devenu, maintenant on parle de modèle de données, c'est-à-dire qu'avec Power Pivot, directement dans Excel, vous allez pouvoir créer vous-même vos propres modèles de données, avec des sources venant de toutes sortes de sources. Ça peut être une base de données, ça peut être du fichier texte, etc., que vous pourrez combiner ensemble. Alors, il n'y a pas de magie, bien entendu, il faudra créer les clés et toutes les liaisons qui vont bien, mais ça va pouvoir, dans Excel, ça va vous permettre de pouvoir créer un modèle directement, un peu comme vous feriez avec Analysis Services. Alors, les 2 premiers modules, c'est plus, je récupère l'information, je la transforme, je la retravaille et je crée mon modèle, je crée mes indicateurs, mes calculs, etc. Ensuite, en termes de visualisation, Power Pivot donc, présente une interface via un tableau croisé dynamique qui vous permet donc, de mettre en forme vos données. Et si vous voulez faire des rapports un peu plus interactifs, nous avons inclus dans Excel 2013 Power View. Power View était une technologie qui était déjà présente sous SharePoint et on l'a maintenant inclus sous SharePoint Reporting Services pour être précis, et nous l'avons inclus dans Excel 2013, et Power View est capable de consommer un modèle Power Pivot. Et enfin, pour tout ce qui est représentation de vos données en 3D, temporelles, nous avons rajouté, inclus Power Map, qui permet donc justement de faire ce genre de visualisation directement au sein d'Excel. Je vais assez vite là-dessus parce que je vais plutôt vous faire des démos sur ce sujet-là. Donc là, ces slides reprennent à peu près tout ce que je viens de vous dire. Donc là, récupérer l'information avec Power Query, la création des modèles, donc ça donne un peu
concrètement ce que ça veut dire. Donc directement dans Excel, on va pouvoir créer ses propres modèles. Visualiser les données avec bien sûr tableau croisé dynamique, mais aussi avec du Power View, avec des rapports interactifs. Ça aussi, on va voir ça en démo. Et voilà pour un peu illustrer ce qu'est Power Map, donc représentation en 3D sur de la cartographie et temporelle. Donc, vous pourrez faire carrément évoluer vos données sur un axe temps, et sur un axe temporel et sur un axe géographique, ce qui peut être intéressant. Alors, une fois qu'on a créé nos bons rapports, comme je dis souvent, vous pouvez les garder pour vous, c'est dommage, mais vous pouvez aussi les partager. Pour les partager, vous pouvez toujours le faire avec du SharePoint, ceux qui connaissent déjà la BI traditionnelle avec SharePoint, mais vous pouvez le faire aussi maintenant avec Office 365. Ça vous permet, d'avoir un SharePoint online sans que vous ayez à l'installer, d'accord. Ça vous permet, dans un premier temps, quelque chose d'ultra basique, de partager vos rapports, ce qui peut être super important. Donc les personnes se connectent, ils ont accès au rapport, en gardant toute l'interactivité que vous avez mis dans votre rapport Excel. C'est-à-dire qu'on va pouvoir cliquer sur les segments, faire des filtres, si vous avez fait un rapport interactif Power View, pouvoir cliquer sur les graphes et tout, etc. Vous pourrez aussi mettre en place un système de synchronisation de vos données. Ça, je vais vous montrer ça dans quelques minutes. Ça, c'est vraiment pas mal, parce que si vous avez des données qui se trouvent chez vous sur du Oracle ou sur du SQL, par exemple, vous avez fait un Power Query, Excel Power Query qui va chercher vos informations, vous les mettez dans Office 365, il sera capable d'aller mettre à jour les informations avec votre base qui se trouve en demeure chez vous. Il n'y a aucune magie là-dedans, ça se fait avec une notion de passerelle, où je vous le fais rapidement, en 2 mots, vous installez un agent chez vous, vous configurez la passerelle au niveau de l'admin center de Power BI, et il est capable, de manière chiffrée, sécurisée, d'aller mettre à jour que les données qui concernent le rapport. Et vous pouvez mettre en plus un système de rafraîchissement toutes les heures ou par jour. Mais ça, je vais vous le montrer. Power Q&A, Damien en a parlé tout à l'heure, pouvoir requêter en langage naturel ces rapports. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, une fois que vous avez créé un modèle Power Pivot, et ça aussi, je vais vous montrer, vous pouvez faire en sorte que ce modèle soit requêtable en langage naturel. Montre-moi l'évolution des actions depuis 10 ans. Montre-moi la météo sur les différentes régions. Et hop, il vous sort les rapports qui vont bien à partir du moment où le modèle a été travaillé pour ça. La mobilité, très important. Donc, nous avons une appli en HTML5 qui permet donc de consommer vos rapports directement sur vos tablettes. L'annonce qu'on a faite pour iOS. Et tout un tas aussi de partenaires qui développent des solutions de visualisation sur les appareils mobiles pour justement consommer les informations qui ont été créées avec Excel Power BI. Petit schéma rapide, juste pour vous montrer l'existant. Donc souvent, quand on va chez les clients, moi j'ai fait pas mal de ce qu'on appelle des POC, des Proof of Concept chez des clients, et dans les demandes, c'est voilà, on aimerait consommer bien entendu les informations qu'on a chez nous, qui sont souvent des informations plutôt bien structurées, mais de plus en plus on a des demandes d'aller chercher des informations à l'extérieur de l'entreprise. Donc là, ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas nouveau d'hier. En fait, déjà l'année dernière, on avait déjà ce genre de demande, notamment tout ce qui est réseaux sociaux et tout ce qui est les événements que l'on ne souhaite pas stocker, comme la météo, ce genre de choses. L'idée, c'est ici, avec son Excel Power Query. Alors pourquoi Excel? Parce que c'est un outil familier que tout le monde connaît. C'est avec Power Query d'aller chercher l'information, peu importe où elle se trouve, et de la combiner entre elles. D'accord? Ce qui est intéressant, c'est dans l'infrastructure que l'on propose, c'est que si jamais vous faites une belle requête et que vous êtes content de votre requête, vous pouvez la sauvegarder et voire même la partager et la réutiliser plus tard, la mettre dans ce qu'on appelle un data catalogue pour mesurer qui la consomme, comment c'est consommé, quelle fréquence et tout, etc. Ensuite, une fois que vous avez récupéré vos données avec Power Pivot, Power View, Power Map, vous allez présenter ça de manière la plus belle possible, du moins la plus... comment je dirais, la plus pertinente possible pour vos utilisateurs finaux. Et ensuite, vous pourrez publier votre rapport sur Office 365 Power BI. Une fois qu'on a fait ça, vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre en place donc, cette fameuse passerelle dont je vous parlais tout à l'heure pour permettre le refresh de vos données. D'accord ? Ça se fait donc avec la passerelle Power BI. Votre rapport pourra être consommé à partir d'applications mobiles, donc comme je disais tout à l'heure avec soit vos tablettes, etc., soit directement à partir d'un navigateur web. Bien entendu, ici, vous comprenez pourquoi j'ai mis Internet Explorer comme logo, mais ça fonctionne aussi avec Chrome, Firefox dans les dernières versions. Je dis bien les dernières versions parce que c'est un problème que vous avez téléphoné au support, on vous demandera toujours d'être
dans la dernière version de Chrome ou de Firefox. Voilà pour le rappel rapide de ce qu'était Power BI pour remettre à peu près tout le monde à jour. Maintenant, on va voir ce qui s'est passé depuis un an, et il s'est passé beaucoup de choses depuis un an en fait. Côté Excel. Déjà, on va partir donc côté Excel. Qu'est-ce qui s'est passé côté Excel? Ça a été dit à la keynote tout à l'heure par Damien. Côté Power Query, on a eu beaucoup de nouveautés sur un cycle quasi mensuel, où une équipe super active qui nous ont mis à jour l'ADIN pour en faire un ADIN qui est vraiment fantastique aujourd'hui. Ils ont bien entendu corrigé des bugs, mais ils ont aussi rajouté tout un tas de fonctionnalités que je vais présenter dans quelques instants. Power Pivot est devenu un modèle de données. Ça l'était déjà à l'origine. Mais là, de plus en plus, on comprend l'importance de Power Pivot. Nos utilisateurs, nos clients le comprennent aussi. Et où avant, comme c'était vu comme un endroit où on allait mettre toutes nos données, faire 2-3 liaisons et on envoie dans le rapport, de plus en plus, on commence à mieux travailler les modèles. Quand je dis mieux travailler les modèles, c'est bien renommer les colonnes, rajouter des synonymes, ça aussi c'est nouveau, on va en parler, mettre des formules de calcul qui vont bien, bref, bien soigner comment on va faire ce modèle pour présenter l'information au final de manière la plus pertinente possible. Des nouvelles fonctionnalités pour Power Map et puis plein d'autres choses parce que déjà il n'y a pas de place sur les slides et puis je préfère vous faire des démos. Côté Power Query, j'ai quand même listé 2-3 trucs, notamment pour mettre en avant ce qui a été annoncé déjà à la plénière, le support d'Analysis Services. Alors combien de fois j'ai eu la question, ouais c'est super, vous nous dites qu'on peut attaquer toutes les données, il est où le cube? Ah, effectivement, il est où le cube? Il n'était pas là. Donc maintenant il est là. Alors j'anticipe la question. On attaque le cube tabulaire et multidimensionnel, les deux, UDM, d'accord? Donc c'est une couche MDX au-dessus, donc on peut attaquer les deux, il n'y a pas de souci. On supporte aussi, donc c'est pour l'ouverture, tout ce qui est Salesforce, d'accord? Et tout ce qui est SAP, etc., on supporte, donc ça aussi c'est nouveau. Et après, il y a plein de petits trucs que j'ai mis, comme préfixe des colonnes, des nouvelles transformations, les fusions, tout ça. Mis sur des mots comme ça, c'est pas grand-chose. Quand je vais vous faire les démos, pour ceux qui font du Power Query, ils vont dire « Ah ouais, c'est bien qu'ils aient fait ça ». Mais moi, il y a certaines choses, j'étais super content qu'ils aient rajouté certaines modifications. On va faire aussi un petit tour côté Azure Marketplace. Vous allez voir, il y a un truc qui est super sympa, l'intégration avec Azure Marketplace. Je ne vous en dis pas plus, je fais un peu monter le suspense sur le sujet. Côté Power Pivot, ok, donc créer un modèle de données et surtout rajout d'un modèle optimisé et d'un dictionnaire de synonymes pour pouvoir anticiper les questions qui pourraient être posées par vos utilisateurs lorsqu'ils vont faire des requêtages en langage naturel. D'accord? Quand je faisais des démos fun sur Power Pivot, je requêtais, montre-moi ce qui est tendance en ce moment. Et puis, donc j'avais fait une démo TechDesk comme ça, c'était pour la Saint-Valentin par exemple. Et je disais, mes enfants, ils vont plutôt, montre-moi ce qu'est Swag pour ne pas passer pour un sub. Donc tout ça, vous pouvez l'intégrer dans vos modèles Power Pivot pour justement pouvoir répondre, du moins essayer d'anticiper comment les gens vont requêter vos modèles. Power Map, les cartes personnalisées, pour ceux qui n'ont pas vu l'annonce. Donc jusqu'à maintenant, dans Power Map, vous aviez des cartes géographiques. Maintenant, vous prenez vous-même vos propres fonds que vous voulez, vos propres dessins, le plan de votre cuisine si vous voulez, du métro, bref, ce que vous souhaitez, et vous pouvez y placer vos données dessus. Vous faites un référentiel orthonormé si vous le souhaitez, vous mettez vos coordonnées, et hop, vous y placez ensuite vos données en fonction de ça. Moi, j'ai mis le soundtrack, c'est rigolo, parce que pour ceux qui avaient fait qui étaient au TechDesk, où j'ai fait une démo avec les Rolling Stones, quand j'avais lancé la vidéo, puis avec Power Map, vous pouvez faire des vidéos, il y avait la musique des Rolling Stones derrière. Et j'ai eu pas mal de demandes, ouais, comment t'as fait pour mettre… En fait, j'avais triché. D'accord, j'avais généré la vidéo, j'avais pris un autre logiciel et puis j'avais rajouté la bande son. Maintenant, vous pouvez le faire directement avec Power Map. Et ça, c'est le petit côté sympa. Voilà, on y va, hein. Donc on va faire de la démo maintenant. Allez, c'est parti. Alors on va commencer côté Excel. On va commencer avec Power Query. Donc Power Query qui est un add-in, disponible ici, dans le ruban. Et lorsque vous cliquez donc, sur Power Query, c'est là où vous allez avoir accès à l'ensemble des sources que vous pourrez attaquer. Faire une recherche en ligne à partir de fichiers, bases de données, etc. Je ne vais pas m'attarder sur toutes, mais je vais déjà vous montrer niveau base de données, celui-là qui était tant attendu, voilà, à partir d'Analysis Services. Et les deux, tabulaire ou UDM. Donc si je vais ici, juste pour vous montrer que ce n'est pas du flan.
Donc je vais me connecter ici, j'ai une base d'Analysis Services donc en multidim. Et ici, j'ai une base Analysis Services en tabulaire. Voilà. Donc si avec mon Power Query, je décide d'aller faire un tour sur ces bases, je peux très bien aller ici, hop. Donc il va vous demander sur quel serveur vous souhaitez vous connecter. Je dis par exemple, je veux aller sur mon serveur tabulaire dans un premier temps. Donc il va aller requêter mon serveur tabulaire. Ce que vous n'avez pas vu, alors, il y a une fenêtre intermédiaire qui me dit, quand c'est là pour la première fois, il faut s'authentifier. Donc je m'authentifie, pouf. Et après, il se souvient de mes credentials. Et là, je peux naviguer dans mon serveur Analysis Services tabulaire. OK. Je peux faire la même chose ici avec mon serveur multidimensionnel, donc en UDM. Voilà. Donc je prends un cube ici, je peux naviguer dedans. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais tout retrouver finalement. Je vais retrouver mes mesures, mes KPI. Donc admettons, je prends ça. Je vais rechercher mes produits, ça peut être bien. Hop, et regardez, je retrouve aussi mes hiérarchies, etc. Et je peux aller chercher toutes les hiérarchies carrément. Et puis je dis, voilà, tu vas me charger tout ça. Et il me ramène mes informations directement sur mon cube. Ça a l'air nouveau, mais bon, c'est quelque chose qu'on nous réclamait depuis un bon bout de temps. Donc voilà, maintenant c'est présent. Vous pouvez maintenant exploiter pleinement vos cubes avec Power Query. Donc ça, c'était le premier truc que je voulais vous montrer. Alors, je vais fermer ça. Touc, touc, touc. Si je reviens toujours sur Power Query, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez attaquer plusieurs types de sources de données. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez tout un tas de trucs. Vous avez du Facebook, vous avez du Salesforce, vous avez tout un tas de choses. Un qui est intéressant, c'est ici, je vais vous montrer, Azure HD Insight. Pour ceux qui font du Hadoop, donc ce qu'on disait tout à l'heure, vous avez un cluster Hadoop, vous avez fait tout un tas de, tout un tas de calculs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez générer votre cluster Hadoop, d'accord, donc Hortonworks ou Cloudera maintenant comme vous le souhaitez. Vous faites des calculs, vous détruisez votre cluster et vous conservez les données dans un blob storage, d'accord. Et ensuite, vous pouvez venir les rechercher a posteriori pour faire vos analyses. Ici, on s'est amusé à analyser le S&P 500. Pourquoi pas. Donc ici, je vais chercher mon HD Insight qui s'appelle Frommer HD. Hop. Donc il va me récupérer ma structure et dedans, donc ici, j'ai un jeu de données sur le NICE et le S&P 500. Donc, je vais aller chercher mes infos. Donc là, j'attaque tout simplement un stockage dans Azure. Et première petite nouveauté que vous n'avez peut-être pas sûrement remarqué, mais où je me suis fait avoir, peut-être vous aussi, plein de fois, c'est hop, quand c'est une source sur laquelle je reviens régulièrement, je fais tiens, je vais chercher mon fichier, je viens de faire mes calculs, il n'est pas là. Il n'est pas là parce qu'il fallait faire un refresh. Maintenant, une petite nouveauté qui est bien sympa, c'est qu'il vous le dit. Et voilà, ça fait plus de 24 heures, en fait, c'est au-delà de 24 heures, 48 heures, bref, j'ai un doute là-dessus. Il vous dit, tiens, ça fait un petit moment que tu n'as pas rafraîchi, ça serait peut-être bien que tu le fasses. Pour des questions de performance, nous avons un cache. Et donc, si vous ne faites pas le refresh, vous ne trouvez pas vos informations. Donc là, vous faites un refresh et boum, il va vous mettre tout ça à jour. Donc là, maintenant, je suis sûr que j'ai mes dernières informations qui sont à jour. À partir de là, je vais lui dire, tiens, va me chercher mes résultats. Donc, je sais qu'il est dans mon fichier 000. Et là, ici, j'ai un fichier binaire qui se trouve ici pour le NICE. Donc, je vais le prendre et hop, il va me descendre les informations. Donc là, l'idée, c'était de récupérer toutes les informations. Vous trouvez les fichiers Excel sur le web, toute l'historique du Nasdaq. Donc, on a récupéré ça, puis avec HD Insight, nous avons fait donc, des petits calculs. Pour ressortir ici le symbole des actions, d'accord, l'année, et puis des informations comme le cours le plus haut, le cours le plus bas, le cours de clôture, et le dividende, du moins le coupon unitaire qui a été donné. D'accord ? Donc dans ce jeu de données, comme je me suis fait un petit peu avoir de temps en temps, il y a des dividendes où il y a un /n ici qui va nous embêter pour la suite. Voilà, là, je le sais parce que la première fois, je me suis fait avoir quand j'ai fait mes rapports, j'avais quelque chose d'incohérent. Donc ce que je vais lui dire ici,
Je vais dire, bah, tu vas tout simplement me remplacer le /n par 0. Hein, tu as donné 0 dividende, ça semble cohérent. D'accord. Ce que je vais lui dire aussi, eh ben, je vais dire tout ça, tu vas me le prendre, et puis tu vas me le changer en type en nombre entier. Et là, j'ai une belle erreur. Je pense que vous avez deviné pourquoi. Parce que j'ai récupéré les informations en anglais, enfin quoi, formatage anglais, moi je suis en français. Donc boum, sur le point, il m'a dit que c'est pas bien. Là où Power Query est plutôt pas mal, c'est que bah, je remonte d'un cran finalement, et je vais dire bon, avant, ce que je vais faire, je vais remplacer la valeur. Et là, ça aussi c'est une nouveauté qu'on n'avait pas avant. Je vous dis, hop, tu te retrouves entre deux étapes. Est-ce que tu veux insérer une nouvelle étape dans la transformation que tu es en train de faire? Tout au début, on faisait les trucs, ils ne nous disaient pas, puis boum, on avait pété l'ensemble de, excusez-moi du terme, mais c'était ça, l'ensemble de nos transformations, il fallait recommencer. Donc là, ici, on va faire une insertion entre les deux étapes que vous voyez ici. Certes. Et puis, je vais lui dire, bah, le point. Tu vas me le remplacer par la virgule. OK. Il fait que si maintenant je me remets là, ah bah, j'ai encore une erreur, et ça, c'était pas prévu. C'est tout de suite moins drôle. Bah oui, tout simplement parce que boum, bon, c'est pas grave. Si tout va bien, si je fais ça, je fais ça, je fais ça. Bah oui, j'avais mis nombre entier. Il ne pouvait pas me le transformer. Là, il fallait mettre decimal number. OK, j'ai trouvé mon erreur. Bref, donc là, j'ai fait mes transformations, je suis content. Et je vais lui dire, je vais envoyer ça dans une feuille Excel. Je vais me dire, donc pour mon prochain rapport, ce qui pourrait être intéressant, ça serait de récupérer des informations liées au symbole. D'accord? Donc dans ces cas, ce que je vais faire, toujours avec Power Query, je vais lui dire, bah voilà, je vais faire une recherche en ligne, et je vais lui demander de me trouver la liste du S&P 500. Donc là, il a recherché un peu partout, donc là, ça vient de Wikipédia, boum, j'ai la liste du S&P 500, et ben, je vais la ramener ici. D'ailleurs, je suis en train de voir que dans ma colonne I, j'ai l'impression qu'il ne m'a pas transformé en chiffres, donc c'est pas grave, on va y retourner après. Donc là, il m'a retourné la liste du S&P 500, ok, très bien. Donc ce que je vais juste vérifier ici, ah bah oui, effectivement, je l'avais raté celle-là, hop, change type. Voilà, ça sera mieux pour la suite de la démo. Et on fait ça. D'un côté, j'ai une requête qui va me chercher les informations ici de mon calcul pour tout ce qui est calcul des dividendes, des cours, etc. D'un autre côté, j'ai récupéré une simple liste qui va me donner la liste du S&P 500 par rapport à leur symbole. Ce que je vais faire avec Power Query ici, donc vous avez le ruban qui s'adapte en fonction de ce que vous faites ici dans vos tableaux. Il détecte que derrière du Power Query, vous avez la possibilité ici de faire un merge. Et ça, c'est pas mal, parce que si vous cliquez ici, vous allez lui dire, bah voilà, je prends ma requête NICE, ici je prends ma requête S&P 500, et puis je vais les lier tout simplement sur les deux symboles. Et donc si tout va bien, boum, il me ramène une table, enfin quoi, il me ramène une vue, et là ici il va vous dire, bah voilà, je t'ai rajouté une colonne table que tu vas pouvoir dérouler comme tu as envie. Je pense que plusieurs d'entre vous ont déjà fait ça. Et donc ici, quand vous cliquez sur les deux petites flèches que vous voyez là, vous avez la possibilité de dire, bah, j'aimerais récupérer le secteur et l'adresse. Et ceux qui avaient fait ça, alors là, je ne le fais que sur 2 colonnes, donc ça le fait bien. Admettons, vous l'avez fait sur 7 ou 8 colonnes, il y a un petit truc qui est énervant là. C'est ça. Chaque fois, il vous rajoute new column et tout, là, c'est pas terrible. Une nouveauté qui est arrivée, c'est que vous allez pouvoir maintenant lui dire, bah, ici, lui définir vous-même le préfixe que vous voulez rajouter. Donc, typiquement, si je lui dis, bah, écoute, finalement, ça, j'en veux pas, boum, voilà. Comme ça, il va faire la transformation, vous n'allez pas vous trimballer à chaque fois le new column et ce genre de choses. D'accord? Alors, ceci dit, on peut faire mieux quand même. Parce que lorsque vous choisissez vos colonnes, vous pouvez ici décocher. Et si jamais je décoche, voilà, je retrouve directement le nom de mes colonnes. Ça, c'était vachement bien, parce qu'avant, il fallait tous renommer, c'était un petit peu perte de temps, et ça rajoutait des transformations, c'était un peu dommage. Alors, une fois qu'on a ça, on peut ici s'amuser à splitter nos colonnes.
ici, boum, boum, boum. Non, je ne vais pas faire ça. Je vais faire ça par délimiteur, ça sera plus pertinent, par virgule. Voilà. Et donc ici, je me retrouve avec country. Et ici, je me retrouve avec state ou une des villes. Voilà. Et ce que je vais lui dire, envoie-moi ça maintenant dans un modèle. D'accord? Donc maintenant, on a le choix, soit on l'envoie dans une table Excel, enfin qu'on avait toujours le choix, mais maintenant c'est un peu différent, soit directement dans un modèle Power Pivot. Donc là, je récupère mes informations, je les ai traitées, et je vais les envoyer dans un Power Pivot. D'accord? Donc voilà, il m'a ramené mes informations, ok, super. Alors, où se trouvent les informations? En fait, elles se trouvent maintenant dans Power Pivot, donc le deuxième module. Dans Power Pivot, ici, vous avez un bouton qui est très important, c'est le bouton Manage, qui va vous permettre, donc, tout en restant dans Excel, d'aller dans votre modèle de données. D'accord? J'insiste bien sur la notion de modèle et je vais vous montrer pourquoi. Comme je sais à peu près ce que je veux faire comme démonstration, et souvent c'est le cas, on se dit, on va avoir besoin d'un champ date. Le seul élément que j'ai niveau date ici, c'est mon année. Donc ce que je peux lui dire, bah voilà, on va se créer nous-mêmes notre champ date, moi donc avec la fonction date, tout simplement. Et dans cette fonction, je vais lui passer l'année, qui se trouve ici. Je vais lui passer le mois. Ici, moi, je veux, comme je me focalise sur les cours de clôture, donc c'est le 31 décembre, et je vais lui dire donc 31 décembre. Et donc normalement, si je ne me suis pas trompé, je vais me retrouver ici avec une belle colonne date, que je vais appeler ici full date, par exemple. Voilà. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est le cours de clôture. Donc ici, je vais pouvoir créer, ceux qui connaissent un petit peu Analysis Services, créer des mesures. C'est-à-dire que je sais sélectionner cette colonne et je vais dire, bah, fais-moi une somme. Alors, je peux faire tout un tas de trucs. Hein. Et moi, je vais dire, fais-moi une somme sur cette colonne. Voilà. Et là, je vais l'appeler Year Close, par exemple. Là où Power Pivot amène des choses intéressantes, il arrive avec un langage qui s'appelle le DAX. Là où c'est problématique, c'est de dire, oh là, encore un nouveau langage et tout, nanana. Effectivement, vous auriez raison. Sauf que le DAX est très très proche de ce que vous faisiez déjà sur Excel, donc on n'est pas trop perturbé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le DAX apporte aussi des fonctions de time intelligence. Admettons, j'ai besoin de faire, et ça on nous demande souvent, de faire de la croissance d'une année par rapport à l'autre. Donc je vais lui dire, ok, bon, on va créer un champ qui s'appelle previous year, de point égal, et je vais dire, bah, tu vas me faire une previous year sur le cours de clôture, j'aimerais avoir le cours de clôture l'année d'avant. Je vais lui rajouter ce qu'on appelle un date add. D'accord? Donc il va faire un calcul sur ici ma mesure qui s'appelle Year Close. D'accord? Je vais lui mettre ici le range, en fait. Donc comme je veux l'année d'avant, je vais mettre -1. D'accord? Et ensuite, je vais lui dire sur quel niveau de granularité je veux travailler. Je vais dire sur l'année. J'ai juste un doute sur ma formule, effectivement. Donc, je vais lui rajouter ça, le nom de la feuille. Et normalement, ça devrait aller mieux. Et bien, normalement, ça ne va pas mieux, c'est super. Donc, j'ai dû oublier quelque chose. Alors, j'ai fait une grosse erreur et personne ne me l'a dit. Ça fait plaisir. Regardez. Il demande une date. Et moi, qu'est-ce que je lui donne? Je lui donne un calcul. Il faut que je mette full date. Alors, c'est pas grave, on y va. On va corriger ça. Donc, normalement, ici, je sélectionne ça. Je fais attention parce qu'à chaque fois, il me remet, hop. Et ben voilà. Voilà, donc faites attention. Effectivement, j'étais parti sur la mesure et pas sur la date que je devais lui passer. Alors, pour résumer, excusez-moi pour cette petite erreur, en fait, je lui dis ici, je prends ma mesure et je lui applique donc une fonction temporelle pour lui dire, tu vas me faire le calcul par rapport à l'année d'avant. Ce qui fait qu'après, avec mon rapport, si je mets des segments ou des filtres sur les années, si je prends 90, il va me calculer pour 89 aussi automatiquement. Et puis, je vais lui faire maintenant le calcul d'une croissance. Je vais lui dire tout simplement, maintenant, growth égale, alors, if,
Pourquoi je fais un if? Parce que la première fois que j'ai fait mon rapport, je me suis retrouvé en 1959, vu que mon jeu de données parle de 1960, avec une division infinie, vu que je n'avais aucune valeur. D'accord? Donc je vais lui dire, si isBlank quoi? Le previous year. D'accord? Donc tu restes à blanc. Hein, donc on va pas faire compliqué. Sinon, tu vas me faire ici previous year moins year close moins previous year. En fait, on va tout simplement calculer une croissance. Et si je ne me suis pas trompé, alors je ne sais pas si vous remarquez sur les parenthèses, ça c'est vachement bien. Il vous met en noir ici pour vous dire où est-ce que vous en êtes dans les parenthèses. Moi ici, il m'en manque une, donc normalement j'en remets une deuxième et ça ferme là-bas et boum. Et je vais lui dire, vas-y, montre-moi la croissance. Ici, donc 7,08 croissance sur l'ensemble de mes données depuis 1960. Donc si vous avez mis de l'argent sur le S&P 500 depuis le début, c'est le taux de croissance. À l'erreur près des données que j'ai peut-être ratées. Hein. Donc attention, hein, je ne suis pas en train de vous dire que c'est la vérité absolue. Voilà ce que je voulais vous montrer dans Power Pivot. Il manque encore 2-3 choses que je voulais rapidement vous montrer. C'est là où vous pouvez aussi faire directement votre modèle dans le sens... Alors, ce que je vais vous montrer, c'est ça. Voilà, donc là, j'ai mes colonnes. Quand vous allez dans l'onglet Advanced, vous pouvez dire déjà les années ici. Quand tu vas le mettre dans un tableau de croisée dynamique, je ne veux pas que tu me fasses de calcul dessus. Donc, je vais dire que tu me fais aucune tu ne le summarises pas, tu ne me fais pas d'agrégation dessus. D'accord? Pour lui, ça va rester des années. Ici, le pays, vous allez pouvoir déterminer que c'est un pays. Là, il s'est trompé. Donc, je vais lui dire ici, boum, c'est un pays. Là, ici, c'est une ville ou une province, etc. Donc, vous allez pouvoir définir très précisément le type de vos colonnes. Et ça, c'est la nouveauté. Enfin, quoi, c'est la nouveauté? C'est pas arrivé d'hier, mais l'année dernière, on ne l'avait pas. Ici, c'est là où vous allez pouvoir définir vos synonymes pour dire, voilà, quand les gens ils vont comment ça s'appelle, requêter votre rapport en langage naturel, pouvoir définir, donc vous cliquez sur votre table, définir un peu la sémantique. Donc là, ici, merge 1, ils ne vont jamais trouver. Par contre, si on met S&P 500, ça peut être, ou croissance du S&P 500, ils vont pouvoir trouver. Puis après, vous allez pouvoir ici, c'est comme ça que vous pouvez feinter aussi, si jamais on vous dit, ouais, si vous faire du multilingue, vous pouvez faire anglais-français. Je m'en sortais comme ça, en attendant de pouvoir supporter le multilingue. Et ainsi de suite. Donc vous allez pouvoir ici définir pour chacune de vos colonnes le texte, la sémantique que vous voulez associer à vos données. Donc voilà ce que je voulais montrer sur Power Pivot, et j'insiste bien, c'est vraiment devenu un modèle de données à part entière. Donc on a vu Power Query, les nouvelles transformations, Analysis Services, Salesforce, ce genre de choses, qu'on pouvait faire dans Power Pivot, tout ce qui était la Time Intelligence, les synonymes. Il reste Power Map. Alors pour Power Map, ici, j'ai préparé un petit fichier. Un petit fichier sur lequel j'ai été récupéré donc, sur le site open.data.gouv la qualité de l'air dans certaines stations de métro. Donc ça peut être un bon exemple justement pour utiliser les cartes personnalisées. Donc là, je vais dire, je vais prendre ce tableau-là, pour ceux qui connaissent déjà, puis je vais faire une insertion Power Map. Et je vais créer un nouveau tour, hein, j'ai déjà une carte, donc là, ça ne serait pas intéressant de vous montrer le résultat fini. Donc là, je vais tout simplement charger les données, je pars de 0, et boum, je vais créer ici une carte personnalisée. Alors ici, je me retrouve avec la map monde. Hein, okay. Dans mon jeu de données, j'ai inclus les coordonnées XY. Donc là, comme je n'ai pas le temps de vous montrer en session, j'ai fait une vidéo sur mon blog qui vous montre comment j'ai fait ça. C'est ni plus ni moins par dichotomie, vous placez vos points, vous essayez de les caler. Ce n'est pas super intéressant à faire, mais il faut le faire au moins une première fois pour passer vos points. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez choisir vos coordonnées, et là, ici, vous allez pouvoir choisir les coordonnées qui vous intéressent. Et maintenant, apparaissent les coordonnées X et les coordonnées Y. Donc, je vais tout simplement faire le mappage qui va bien. Voilà. Donc là, il nous place les points sur la map monde. Donc, on est content. Donc, j'en ai 3 ici. Youpi. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est qu'il vous dit, mais ça ressemble vachement à quelque chose de customisé. Ici, une custom map. Est-ce que tu veux l'utiliser, oui ou non? On va faire oui. Et là, il va vous proposer donc plusieurs choses. Donc ça, c'est comme j'ai déjà fait, j'ai un historique des photos que j'ai déjà utilisées, donc je vais vous montrer, donc je fais New Custom Map. Je vais chercher la photo qui m'intéresse, l'image qui m'intéresse, donc je vais prendre un plan de métro, hein. Je vais aller sur Bing, image métro, boum, je l'ai récupéré, c'est tout ce que j'ai fait. Et après, donc, je me suis dit, pour faire simple, j'ai pris comme axe
d'origine en bas à gauche. Le max de mes axes, c'est 100. D'accord? Et à partir de là, je fais Apply. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, bon, il va passer les 3 points qui vont bien sur mes 3 stations pour lesquelles j'ai pu récupérer la qualité de l'air. Et je vais faire Done. Et à partir de maintenant, donc, je vais passer à l'étape suivante. Et je lui dis, bah, montre-moi le nombre de CO2, l'humidité, tout ça, nana. Et après, je fais tout simplement mon rapport comme j'ai l'habitude de faire. Je crois que voilà, c'est tout. Et ainsi, j'ai la date, pourquoi pas. Et ce qui fait que je peux voir l'évolution de la qualité de l'air. Alors, c'est pas terrible. Donc, ce que je vais dire au niveau du champ date, c'est pas de me faire un cumul, mais de me faire les pics. Et hop, donc je peux voir l'évolution de la qualité de l'air donc sur les principales stations que j'ai pu récupérer sur le site open.gouv.data. Petite nouveauté aussi, c'est la possibilité ici de filtrer. Vous pouvez rajouter des filtres si vous voulez voir que certaines données, donc vous pouvez le faire. Et hop, il va vous filtrer. Et puis sur le niveau de seuil de vos filtres, des filtres avancés, bon bref, tout un tas de choses que vous pouvez faire au niveau des filtres. Je ne vais pas m'attarder sur cette fonctionnalité-là. Alors, dernière chose que je voulais montrer, que je trouve sympa. Si vous allez sur Azure Marketplace, voilà. Vous avez la possibilité, Damien l'a dit tout à l'heure, d'aller chercher des algorithmes de machine learning qui ont été développés avec Azure ML, d'accord? Azure Machine Learning, ou Microsoft Azure Machine Learning, et pour son petit nom, Mamel, d'accord? Avec Machine Learning, vous pouvez très bien créer vos algorithmes et les publier sur le market pour qu'ils puissent être consommés par d'autres personnes et, par le passage, gagner un petit peu d'argent, pourquoi pas. Ce qui est intéressant, c'est que Excel Power Query va vous permettre d'aller chercher ces informations. Dans toutes les sources un peu exotiques que Power Query peut aller chercher, vous avez, entre Facebook et tout ça, bien entendu, vous avez le Marketplace. Donc ici, je clique sur Marketplace. Donc ça aussi, c'est une nouveauté. Alors, Marketplace, non. Mais le fait de pouvoir aller chercher vos algorithmes de data mining, de machine learning, ça, c'est pas mal. Ici, là, pour tester, j'ai souscrit donc à pas mal de jeux de données. Et puis, j'en ai un qui est là, qui est un algorithme de machine learning sur l'analyse de sentiments. D'accord? Et plus précisément, d'analyse sur les sentiments sur les phrases qu'on récupère. Donc là, si je fais un double-clic, je peux consommer directement dans Power Query l'algorithme de machine learning. Enfin quoi, attention, hein, si je fais un double-clic au bon endroit, sinon ça ne marche pas, bien entendu. Et donc là, il va tout simplement invoquer le service et il va me permettre, voilà, s'il veut bien, de rentrer une phrase. Donc je vais dire, les journées SQL Server sont énormes. Je l'ai tapé en anglais parce que ça marche mieux en anglais qu'en français. C'est comme les chansons disco, voilà, ça passe mieux en anglais qu'en français. Sur mon blog, j'ai fait un article justement avec des phrases françaises. Je vous invite à aller le voir pour voir le résultat. Ça ne marche pas trop mal, même s'il y a quelques phrases qui passent à côté. Résultat 1. En fait, cet algorithme va vous retourner un résultat entre -1 et 1. Donc de toute façon, c'était évident que les journées SQL Server, c'était quelque chose d'énorme, donc forcément, le machine learning a récupéré 1. Ça, c'est bien. Mais Power Query, pour ceux qui ne le savent pas, peut faire un peu plus fort. Dans l'onglet View ici, vous avez la possibilité d'aller dans l'éditeur avancé. Et là, ce que vous voyez là-haut, c'est le langage M. Boum, un nouveau langage. Effectivement, un nouveau langage. Mais assez puissant qui vous permet de faire des choses assez sympas. Ce que l'on va faire ici, on va essayer de rendre cette fonctionnalité le plus générique possible. Vous voyez, là, j'ai ma phrase qui est là. Finalement, ça, j'en veux pas. Je vais la retirer. Je retire ça. Ici, je vais, score 1, je vais l'appeler ma fonction. D'accord? Donc, il faut que je rappelle ici, pouf, pouf, ma fonction. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir sauvegarder. Sauf que là, comment? Il y a une erreur? Ici, là? Ah, vous avez vu ma démo, quoi. En fait, c'était ça, volontairement, parce que ça, c'est nouveau aussi. Parce qu'avant, il ne vous disait rien. Vous cliquez, boum, vous aviez une erreur. Là, maintenant, il vous dit, attention, il y a une petite erreur. Vous cliquez ici, hop, et puis il vous dit où se trouve l'erreur. Ça marche plutôt bien.
Ça ne marche pas pour toutes les erreurs, parfois bon, ça passe à côté, mais pour ce genre de choses, c'est plutôt pas mal. Et donc, je vais tout simplement supprimer la virgule et je fais down. Et donc, si tout va bien, maintenant, je me retrouve avec une fonction. Cette fonction, elle s'appelle score. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? Maintenant, donc, je vais tout simplement sortir d'ici. Boum, voilà. Donc, je me retrouve avec une fonction ici. Voilà, je suis content. J'ai ma fonction. Alors, qu'est-ce que j'en fais? Admettons, je vais ici. Je vais retaper des phrases. JSS are awesome. The weather is bad. Voilà. Et je vais lui dire, bah, je vais prendre ça, faire Power Query, et je vais directement l'envoyer, cette table-là, dans Power Query. Je clique OK. Ça va me permettre au passage de vous montrer une autre petite nouveauté qui est bien sympa. Vous voyez, donc j'ai cliqué un peu vite, un peu en mode bourrin, comme je pense beaucoup font, et je me retrouve avec JSS are awesome en en-tête. Avant, c'était difficile à corriger. Ici, maintenant, ce que vous pouvez faire ici, bien entendu, on pouvait utiliser la première ligne comme header, mais maintenant, on peut faire le contraire. On va dire, bah voilà, l'header descend en première ligne. Bon, ce n'est pas vraiment ça que je voulais vous montrer. Ce que je vais vous montrer, c'est que maintenant, le ruban aussi a pas mal évolué dans Power Query, et je peux rajouter une colonne. Et dans cette colonne, je vais lui dire, bah voilà, tu vas me chercher la fonction qui s'appelle score, et tu vas me scorer la colonne numéro 1. OK. Donc là, il me dit, attention, tu vas chercher des informations en dehors de l'organisation, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais cliquer sur continue et je vais lui dire, ici, je sors en public. Si vous prenez les deux autres fonctions, ça ne va pas marcher. Organisation ou privé, il ne pourra pas aller chercher sur le marketplace. Et là, je fais save, et si tout va bien, il va prendre chacune des phrases, et puis il va aller me les scorer. Donc là, il me dit, bah, je te ramène l'enregistrement, qu'est-ce que tu veux en faire? Eh bien, j'aimerais récupérer le résultat, et maintenant, on va décocher ça pour avoir quelque chose de propre. Ça, c'est cool. OK. Et donc, voilà. Donc, vous pouvez prendre des informations et envoyer ça dans du machine learning. Juste pour vous dire ce que j'ai fait sur mon blog, pour rigoler, j'ai été sur Facebook, j'ai récupéré tout ce que les gens disaient sur les zombies. Ouais, pourquoi pas, hein, donc c'était un petit délire. Et pour voir comment les zombies étaient perçus sur Facebook par l'utilisateur. Et le résultat était plutôt positif. Bon, ça, il n'y a pas besoin de ça pour le savoir. Mais ce que je voulais surtout faire, c'est montrer que c'était super facile à faire avec des données Facebook et du machine learning, et que ça ne marchait pas trop mal, même sur les phrases en français. Donc je vous invite éventuellement, si vous aimez les zombies et le machine learning, à aller faire un tour sur mon blog. Donc voilà ce que je voulais vous montrer rapidement dans les grosses nouveautés qu'il y avait côté Excel Power Query. Donc le challenge pour moi, ça va être de tenir un quart d'heure avec tout ce qui reste encore à vous montrer. Côté Office 365, donc j'allais super vite sur les slides et on va faire beaucoup de démos, mais retenez le HTML5, le mode édition, ça c'est super bien. Des nouveaux graphiques qui arrivent et ça c'est quelque chose qui évolue pas mal. Le machine learning, le data mining est aussi inclus côté maintenant Office 365 et plein d'autres choses, dont un petit truc bien sympa que je vais vous montrer sur la fin. Allez, démo. Hop, on ne va pas perdre de temps. OK. Première chose que je voulais vous montrer. Donc c'est vraiment, alors il y a beaucoup de choses que je vais vous montrer ne sont pas encore tout à fait disponibles sur les tenants publics, donc là c'est mon tenant en interne, mais ça va pouvoir vous donner déjà une bonne idée de ce qui arrive dans les prochains jours, prochaines semaines. Jusqu'ici, rien de nouveau. Donc je prends un rapport. Par défaut, et ça va changer, ce rapport va s'ouvrir en Silverlight. Donc autant vous dire que pour la portabilité sur les machines type iOS, ça ne va pas le faire. Vous avez la possibilité donc, de switcher tout ça en HTML5. Jusque-là, OK. Malgré le fait que je sois en HTML5, boum, hein, je peux toujours jouer avec mes graphes. OK, super. Vous avez la possibilité maintenant de passer en mode édition. Là, ça devient sympa. Admettons qu'on vous a donné des graphes, mais que les graphes ne vous conviennent pas ou qu'il manque un croisement. Admettons. Vous pouvez très bien dire, alors déjà ce qui est sympa, c'est qu'ici vous avez accès à tout un type de graphe. Hein, donc vous pouvez changer, OK, voilà, c'est sympa, mais je vais revenir après. Mais surtout, vous pouvez dire, bah voilà, j'aimerais fusionner ces deux graphes. Pouf. Donc là, directement par un simple déplacé, vous pouvez avoir accès à l'information.
Souvent, quand vous montrez ça à votre chef, le chef, il est un peu tatillon, fait, ah, mais finalement, j'aimais bien ce que tu avais fait avant, donc c'est ce que tu peux revenir à ce que tu as fait avant. Bah, vous prenez ici, et hop, là, vous secouez, boum, vous revenez un peu avant. C'est rigolo, ça fait toujours rire, voilà. C'est rigolo, mais bref, vous pouvez revenir à l'état initial. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, donc carrément supprimer vos graphiques. Et ça, j'aime beaucoup parce que finalement, vous allez dire, voilà, j'aimerais aller chercher des données, je vais me mettre ici, hein, les catégories. J'aimerais aller chercher, qu'est-ce que j'aimerais aller chercher on sent le mec qui maîtrise ses données, en fait, là. J'aimerais aller chercher, bon, c'est pas grave. Parce que là, vous voyez, il me fait une somme sur les PKID, c'est pas terrible, mais c'est pas grave, c'est pas ce que je vais vous montrer. Vous avez tout type de données qui peut être intéressantes. Donc je vais vite volontairement. Vous avez tout type de graphes qui apparaissent. Bref, vous pouvez faire vraiment des choses sympas directement en HTML5. C'est-à-dire que maintenant, votre portail devient aussi, si vous le souhaitez, un peu votre éditeur de rapport, un peu comme on fait déjà avec Power View sous SharePoint. Et ça, c'est vraiment pas mal. J'ai dit aussi que nous avons intégré maintenant l'intelligence, le data mining, le machine learning dans Power BI pour essayer de l'utiliser de manière le plus simple possible. À partir du moment où vous avez un graphique de ce type-là avec du time series, donc des données temporelles, vous pouvez très bien lui dire ici, quand vous cliquez dans votre graphe, dire bah voilà, fais-moi une projection de ce qui va se passer dans les 3 prochains mois. Donc là, il va directement pour vous invoquer les algorithmes de data mining et de machine learning pour vous faire une projection. D'accord ? Vous pouvez même définir la saisonnalité de vos données, si vous connaissez. D'accord ? Donc ça peut aller jusqu'à 1 an. Et vous pouvez même lui dire, bah, montre-moi l'erreur, la plage d'erreur qui va être générée en fonction de l'historique. Attention, ça marche bien si vous avez un historique assez conséquent. Il y avait une limitation à 1000 points. Oui, pour le moment. Alors, déjà, merci pour la remarque. Ce que je veux dire, pour des clients, on a fait les tests, on avait genre 3 semaines d'historique, normal, hein, c'était pour faire des POC, ça marche moyen. Hein. Pourquoi je dis ça marche moyen? Parce que vous avez la possibilité de dire, bah voilà, tu m'as fait ici ton estimation, qu'est-ce qui se passe si tu me reprojettes ça en arrière? Vous voyez la nouvelle courbe bleue qui arrive par rapport à la projection, si je rapplique le modèle sur ton historique, là il est plutôt bien là. Il ne se trompe pas trop par rapport à ses évaluations. Avec 3 semaines d'historique, il avait tout faux, hein, je vous le dis tout de suite, ça ne le faisait pas. Donc ça, c'est ce que je voulais vous montrer. C'est ce que je voulais vous montrer, donc côté nouveauté sur les rapports. Donc j'ai un petit peu cassé mon... Voilà. Autre chose qui est intéressante, c'est au niveau de... Oh bah, comme ça, j'ai tout cassé, c'est super. Alors, hop, on recommence ici. C'est Power Q&A. Donc rappelez-vous ce que l'on a fait, ce que j'ai commencé à faire, hein, le NICE, S&P 500 et tout. En fait, ce n'est pas une nouveauté, hein, Power Q&A, mais ce que je voulais vous montrer, c'est 2-3 petites choses sympas. C'est déjà ça, en fait. Vous pouvez faire des questions favorites. Donc vous tapez des questions, vous pouvez les enregistrer, les mettre en forme avec des images et tout. Tout simplement, s'il y a des requêtes qui reviennent souvent, pouvoir y retourner facilement. Ensuite, je peux lui dire ici, la croissance des actions. Donc normalement, si tout va bien, il devrait aller me chercher, boum, voilà, 4,73%. Là, vous allez dire, oula, tout à l'heure, tu avais 8, c'est quoi ce bazar? Ouais, c'est parce que j'ai fait les données avant sur un jeu beaucoup plus restreint. C'est juste pour ça. Et comme je n'ai pas publié mon fichier, il n'est pas à jour. Je peux lui demander ensuite les dividendes. Donc normalement, si tout va bien, il va me sortir les dividendes. Voilà, donc vous voyez, hein, je tape en français et pourtant il me ressort en anglais parce que dans le modèle du fichier que j'ai publié, j'avais bien tout mis en place. Donc comme j'avais fait un modèle très rapide pour la démo, je n'ai pas tout traduit, mais donc si je vous fais stock growth maintenant, dividende, le cours de clôture, donc voilà, sauf que le cours de clôture tout seul, ça ne veut rien dire, j'ai par GICS sector. Voilà, donc là, il va normalement me répartir ça, voilà. Et je vais lui demander par full date. Donc normalement, il va me mettre les petites bulles qui vont bien, voilà, et puis que je peux jouer maintenant dans le temps, etc.
D'accord. Effectivement, j'aurais peut-être dû traduire tout mon modèle pour pouvoir le faire en français, mais c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Ça, c'est rigolo parce que vous allez voir des pics, bulles et tout. Donc, il y a eu 2 pics. Il y en a eu un en 2000. En 2000, quel est le pic qui, d'après vous, qu'est-ce qui fait, là, c'est par industrie. Quelle industrie a eu un gros pic en 2000? Internet? D'autres réponses? Non? Ah bon, on va vérifier. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez reculer dans le temps jusqu'en 2000. Eh bien non, c'est l'industrie. Mais effectivement, c'est lié à Internet. Parce que la bulle Internet, tout ça, le secteur industriel, en fait, si vous regardez bien, la croissance est en berne. Par contre, il gavait de dividendes. C'était pour retenir les investisseurs. Mais vous aviez raison, quelque part, c'était Internet. Et en 2005, il y a une autre bulle aussi qui explose et qui s'effondre en 2008. Une idée? Qui s'effondre en 2008. C'est le secteur de la finance. Voilà. Donc c'est rigolo, ça permet de... Quand vous avez beaucoup de bulles, vous ne voyez rien, mais ça permet de voir justement, on parlait de détection de fraude, ce genre de choses, ça permet de voir ce qui est un petit peu anormal. La question que j'ai posée ici, je peux la sauvegarder et puis la remettre sur ma page d'accueil comme tout à l'heure. Il me reste 10 minutes. Il y a quelque chose que j'ai vraiment envie de vous montrer. Tac. Donc on va aller faire un tour tout de suite ici. Hop, je vais aller sur mon tenant de perso. Ça n'a pas marché là. Voilà. Hop. Ok, c'est parti. Je vous ai parlé tout à l'heure de la passerelle. Qui connaît la passerelle Power BI dans la salle? D'accord, pas beaucoup de monde. Donc ça vaut peut-être le coup que j'en parle. Admettons, je vais prendre ici Power Query. Je vais chercher une base de données et je vais faire un super rapport. OK. Je vais aller chercher ma base client, je vais prendre mes ventes. Voilà, je récupère, vous voyez, on retrouve le refresh, ça fait 65 heures que j'y suis pas allé. OK, c'est tout bon. Je fais ça, je l'envoie dans un modèle. Ça, c'est super important. Pour ce que je veux faire pour la passerelle, il faut que vous ayez un modèle de données, d'accord? Donc, je vais dans mon modèle ici, juste pour vous montrer, boum. Donc, dans Power Pivot, je ne vais pas faire plus à partir, si peut-être ça, je vais le cacher. Donc, vous pouvez cacher des colonnes à vos utilisateurs finaux, ça peut être sympa. Et je vais dire, voilà, fais-moi un tableau croisé dynamique de ça, des ventes, les produits, les ventes. Voilà, et je vais faire ça, insert. Ici, boum, voilà. Vous avez prévenu que j'allais faire un super rapport. Voilà. Je vais sortir ici. Voilà. Et ce rapport, je vais l'appeler save. JSS Démo 2014. C'est un rapport dont les données viennent d'une base de données SQL qui se trouve ici. Je vais vous montrer. Alors pendant qu'il fait ça, voilà, hop, c'est déjà ouvert, donc je vais faire attention de prendre une base de données. Ici, pouf. Base de données. C'est mon client 1 sur ma table. Hop. Voilà. Ce que je vais faire ici, je vais aller donc dans mon appli Power BI, ici, hop, et puis mon rapport. Donc ça, j'en ai plus besoin finalement du rapport Excel, là. Et je vais tout simplement le prendre et lui dire, je vais le télécharger dans mon Power BI. Là, on pourrait se dire, comme nos données viennent d'informations, de bases de données sur site, est-ce que le Oracle, ça peut être sympa de mettre en place des mises à jour pour que l'utilisateur qui arrive, boum, il ait un rapport le plus à jour possible. Donc, pour ce faire, ici, vous pouvez, quand vous cliquez sur les 3 petits points,
à ce niveau-là, vous avez accès ici à planifier l'actualisation des données. Donc ça, c'est nouveau. Si je le fais ici, tout de suite, ça n'a pas fonctionné, parce qu'il faut que je mette en place une passerelle. Alors, comment on fait ça? Alors, il faut que je vous montre ça, parce qu'il y a une nouveauté. Ah, j'ai changé de langue, ok. Pouf. Donc, on y va. Je vais aller Power BI. Donc là, pour ça, il faut que je sois admin de mon tenante. Donc, ce que je vais faire ici, je vais aller dans Power BI en tant qu'administrateur. Okay. Et je vais avoir accès à tout un tas de trucs. Pour que ça fonctionne, il faut installer ce qu'on appelle sur votre serveur de données, donc localement à côté de votre base de données, il faut installer la petite passerelle que vous voyez, donc le petit agent, sur votre site à côté de votre base de données. D'accord ? Donc à partir de là, c'est lui qui va prendre les informations de communication. La passerelle, elle est là. Dans votre site d'admin, c'est votre passerelle. C'est la passerelle avec le PC que j'ai ici, mon X1 Carbone. Maintenant, lorsque je vais faire un refresh, en fait, Power BI il va regarder le modèle de données, il va dire « Ah, ce sont des informations qui viennent du on-premise », il va reprendre la chaîne de connexion et il va essayer de retrouver ça, de mapper ça avec les sources de données qu'il a ici. D'accord ? S'il trouve dans sa chaîne de connexion une source de données qui correspond, il va invoquer la passerelle, passer les mots de passe et compagnie, et aller rechercher des informations propres au rapport. Pourquoi il y a une nouveauté ici? Si jamais maintenant je veux créer une source de données, par rapport à avant, il y a deux nouveautés en fait. Vous pouvez aller chercher des informations à partir de SharePoint Online, et la nouveauté, c'est à partir de Power Query. Avant, il fallait que tout soit dans le modèle chaîne de connexion comprise. D'accord? Alors, comment on fait ça? Donc, je vais dire, bah voilà, je clique sur Power Query, je vais mettre en place ma passerelle, et c'est là où je me rends compte que je n'aurais pas dû fermer mon fichier. Ah ben, j'ai pas fermé, c'est cool. Pouf, pouf, pouf. Voilà. Il nous demande ici, il faut ta chaîne de connexion. Ah. Bon, bah, si vous ne savez pas où elle se trouve dans un premier temps, votre chaîne de connexion, donc il vous explique bien. En fait, c'est quoi? C'est quand vous allez dans Data, dans Connexion, ici dans Power Query Vente, vous allez dans les propriétés, définition, et là, vous avez toute votre chaîne de connexion. C'est ça qu'il attend. Okay, vous prenez ça. Ça ne s'invente pas. Hein. Il faut vraiment savoir où ça se trouve. Et après, boum, vous collez ça ici. On va faire suivant. À partir de là, il va vous demander tout un tas de trucs. Donc, notamment, comment vous souhaitez l'appeler. Donc là, moi, j'ai déjà ma chaîne de connexion, vu que j'ai déjà fait pour préparer ma démo. Donc, SQL On-Prem. Vous allez définir ici la passerelle. D'accord ? Définir les informations d'identification. Voilà. Donc, soit type de base de données, soit Windows. Donc là, Windows, ça va fonctionner aussi. D'accord. Hop. Donc normalement, je devrais pouvoir tester la connexion. Bon, ça a été correctement testé, vu que j'ai déjà fait. Hop. Et à partir de là, je peux tester ma requête Power Query. Donc si tout va bien, il va me dire voilà, que le test a réussi. Je vais faire suivant. Je vais définir les personnes, les groupes de sécurité, les personnes qui pourront faire le refresh, ceux qui pourront gérer la data source. Et hop, j'ai fait la mise à jour sur cette donnée-là qui s'appelle SQL On-Prem. Ce qui fait que si maintenant je reviens sur mon fichier, ici, et que je clique sur planifier l'actualisation des données, je vais pouvoir l'activer. Il va dire, bah, regarde, ici j'ai retrouvé Power Query sur tes ventes, et on va pouvoir définir les heures. Vous pouvez choisir, alors pour le moment c'est soit tous les jours, soit de manière hebdomadaire. Donc je me suis un peu trompé tout à l'heure, c'est soit une fois par jour, soit une fois par semaine. On a fait les demandes pour qu'il y ait plus de granularité, parce que là c'est un peu moyen en termes de granularité, donc on va faire ici tous les jours. Et avant d'actualiser, ce que je vous propose, c'est d'aller modifier ici. On va dire les guitares, j'en ai vendu plein. Voilà. Et ce que je vais faire maintenant, en espérant que les dieux de la démo soient avec moi, là je suis dans le cloud, quand je vais cliquer ici, et il va normalement aller chercher, si tout se passe bien, les informations sur mon serveur SQL qui se trouve ici. Ce qui est pas mal, c'est que vous avez l'historique, boum, la demande vient d'être ajoutée. Et donc si tout va bien, donc dans quelques secondes, mon rapport devrait se mettre à jour. Ça prend à peu près 15-20 secondes. Comme le temps passe que je vous propose, on va laisser faire sa tambouille. Et je vais vous montrer donc une dernière chose.
Alors ça, normalement, je ne dois pas vous le montrer. Donc quand vous sortirez d'ici, vous n'aurez rien vu. D'accord? Damien en a parlé un petit peu tout à l'heure, et ça a été présenté au PASS. On m'a dit, il ne faut pas tout ça. Le dashboard. Donc je pense qu'on vous en a parlé. Donc Power BI, maintenant, vous allez pouvoir créer directement, créer vos dashboards à partir donc, de votre site Office 365. Pour ceux qui connaissaient, il y avait Performance Point, donc une solution que moi je trouvais vachement sympa, mais effectivement qui n'a pas été forcément bien utilisée. Ici, donc, vous allez pouvoir accéder à l'ensemble de vos dashboards, et en fait, ça va être tous vos éléments de vos rapports Power BI vont pouvoir être repris, utilisés, optimisés par le touch. Donc, si je veux zoomer sur ma carte, je vais pouvoir ici, avec mes deux petits doigts, bouger. Je le fais exprès, ça, parce que ceux qui ont essayé de jouer avec Power View, ils essayent et ben, ça ne marche pas. Donc là, maintenant, ça fonctionne bien. Vous gardez l'interactivité, bien entendu, quand vous cliquez sur vos graphiques. D'accord ? Et vous pouvez donc vraiment faire tout type de dashboard, et surtout, vous pouvez en créer plusieurs sous forme d'onglets. Hein. Donc c'est juste pour vous montrer le type de représentation que l'on a, faire du drill sur l'ensemble de vos rapports, etc., les jauges, tout un tas de trucs qui apparaissent au niveau de vos dashboards. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez publié vos rapports, vous pouvez faire Edit rapport, et là vous récupérez tout, vous allez pouvoir créer vos rapports à la volée. D'accord ? Je ne sais pas moi ce que l'on peut prendre. On peut prendre région. Ici, donc je vais rajouter des informations sur les régions. Je vais pouvoir prendre les températures par région. D'accord. Donc parce que là on avait fait une démo Internet of Things avec des capteurs un peu partout en France. On récupère avec Stream Analytics et on analyse tout ça. Et puis une fois que vous avez fait votre rapport, vous pouvez dire tiens, celui-là je le trouve sympa. Et ben, j'aimerais le mettre sur mon portail d'accueil. Donc si jamais je reviens ici, non, on va sauvegarder le rapport, ça sera mieux quand même. Donc je vais faire un save, voilà. Et si je reviens sur mon IoT dashboard, voilà, je me retrouve ici avec la brique que j'ai créée, que je vais pouvoir repositionner où ça me fait plaisir, de la dimension qui me fait plaisir, etc. Donc ça arrive dans quelques semaines. Donc en plus de vos rapports que vous allez publier, vous pourrez créer tous les dashboards que vous souhaitez. On va revenir à notre passerelle. Ouais, c'est que ça a l'air bon. Donc, ce qui fait que si maintenant je reviens sur mon rapport ici, je devrais voir au niveau des guitares. Alors déjà, il faut que je retrouve mon rapport. J, c'est plus haut. Bah oui, voilà. Donc, je devrais avoir une grande barre sur les guitares, si tout va bien. C'est ça qui est beau, il faut que la dernière démo plante, juste à la fin en termes de conclusion. Ah bah non, là voilà. Donc voilà, donc j'ai bien mes 69 guitares qu'il a été récupéré sur mon serveur SQL qui se trouve ici. Maintenant, je peux m'attendre à la question, ouais, mais moi j'ai des bases SQL Azure Database. Ça marche de la même manière. C'est un peu confusing dans le sens où il faut quand même mettre la passerelle. Mais si vous prenez votre chaîne Power Query qui va attaquer votre Azure DB, vous mettez votre passerelle comme j'ai fait, boum, il va chercher vos informations sur SQL Azure DB, je vous le garantis, je l'ai testé, j'ai testé ce matin pour pouvoir justement vous dire ça. De temps en temps, ici, pour qu'on soit super clair, il va vous dire, non pas là, dans l'historique que je vous ai montré où il y avait le succès, il va vous dire, j'ai pas réussi à faire, je refais une tentative. Des fois, il y a une histoire de timeout avec SQL Azure DB, vous le laissez faire. Et peut-être qu'au lieu que ça prenne 10 secondes, ça va vous prendre 2-3 minutes, mais il sera capable d'aller mettre à jour vos informations. 11h42, je ne suis pas trop en retard, on m'avait dit jusqu'à 40. Donc finalement, je m'en sors pas trop mal. Bon, toutes les ressources sont là hein, pour justement tout ce qui est Power BI. Il y a les blogs MSDN Business Intelligence, il y a le blog que je maintiens, il y a les Virtual Academy, d'accord ? Ce sont des cours en ligne que l'on crée, que l'on met à votre disposition, c'est gratuit. Et donc on remontre tout ce qu'on vous a montré aujourd'hui. Les slides, vous les aurez, hein, donc il n'y aura pas de souci là-dessus. N'hésitez pas pour les évaluations, donc si vous avez de quoi lire un QR code, hop, c'est là, donc vous serez tout de suite redirigé vers le site pour les évaluations. Et quoi qu'il en soit, je vous remercie beaucoup d'être venu à cette session. J'espère que ça a été clair, que vous avez appris des choses. Et puis, s'il y a des zones d'ombre, je suis à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions. Merci beaucoup et bon JSS.